Les résultats de cette journée, il y a eu une journée qui s'est déroulée du coup hier et samedi avec plusieurs matchs. Fleury PSG, Le Havre, Saint-Etienne, OL, Reims, Dijon, Montpellier, Bordeaux, Guingamp, Paris FC, Lille. Est-ce que dans le chat les amis vous avez suivi un peu cette journée de D1 Arkema? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Merci Nathan, bienvenue dans la famille footeuse, bienvenue, merci pour ton follow. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? La grosse surprise c'est vendredi soir, on en parlera justement, on va commencer par ça. Nat, Malou, peut-être Nat d'ailleurs, je vois que vos caméras sont inversées, Nat et Malou. Il y a marqué Nathalie en dessous Malou, je vais résoudre ça tout de suite. C'est pas grave, ça doit être mes talents d'analyste vidéo, ça. Bah, Désolé Malou, j'espère que tu fais des photos et des vidéos. Bah, je suis pas sur ce marché-là actuellement. Ah. par contre, Je demanderai à Melchi des conseils. j'espère que Nat, t'as tes billets d'avion pour ce week-end parce que tu pars aux États-Unis là. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Non, je vais à Lens ce week-end, c'est beaucoup moins loin. Avant qu'on regarde les résumés, est-ce qu'il y a un match qui vous a particulièrement marqué ce week-end? Peut-être commencer par toi, Malou, en D1. Il y en a deux. J'ai bien aimé le Havre contre Saint-Etienne. Il s'est passé pas mal de choses et puis une belle performance du hack. Et je sais pas si vous a surpris le match du PSG. Il a été assez atypique, je trouve, dans le déroulé. Ouais, c'est vrai qu'on va justement parler de ce match PSG Fleury. Toi, Nat, un match ou deux du coup qui t'ont marqué sur cette journée avant qu'on passe au but. Enfin, au but, Ouais, au moi résumé. j'ai très peu vu les matchs de samedi du coup, mais parce que j'étais sur le match de D2 entre Marseille et Nice. Mais par contre, je trouve ça intéressant de revenir sur Fleury PSG, un derby. Je pense, je suis curieuse d'avoir ton avis, Malou, sur ce match. Du coup, j'ai vu le match. J'ai trouvé pareil assez étrange, après la qualif en Ligue des Champions du PSG, tout ça, les résultats un petit peu en dents de scie de Fleury depuis le début de saison, c'était assez particulier comme match. Et après, sinon, j'ai assisté, j'étais au stade pour PFC Lille et que de rebondissements, surtout dans cette seconde période. C'est vrai Voilà, mes deux que matchs après, voilà. c'est vrai qu'il y a eu quand même un gros match du dimanche soir. Je pense que Canal était content, le diffuseur, de ces rebondissements parce que jusqu'à la 60e, c'était assez calme. Mais tout s'est emballé. Je pense qu'il y aura des choses à dire. Justement, on va commencer on va regarder tous les buts du coup de cette journée des Arkema officielle. On va commencer du coup par Fleury PSG. Ça s'est passé vendredi soir au stade Robert Aubin. Et Nathalie, on en a parlé tous les deux avant le match quand on le regardait. Mais il y avait une bonne influence avec pas mal de spectateurs sur ce match-là. Ouais, ben moi à Bondoufle, j'avais pareil l'année dernière, j'y étais pour le 4-4 du Fleury PSG où il y avait énormément de monde, déjà beaucoup de clubs invités. Et là, c'est vrai que au vu des températures, où bon, les chaleurs sont pas encore trop là, et au vu de l'heure aussi et de la localisation du stade, j'étais étonnée de voir autant de monde et en plus des groupes. Donc j'ai l'impression que pareil, un petit peu comme l'année dernière et un petit peu comme le fait le PFC pour Charletti, j'ai l'impression qu'ils ont invité beaucoup de clubs des environs, beaucoup de personnes. Et il y avait beaucoup de supporters du PSG aussi parce que c'est un derby, mais c'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance. Ils ont mis des jeux de lumière avant le match. Il y avait voilà, une belle atmosphère en tout cas pour ce match à 21h à Bondoufle. Franchement, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se déplacer en voiture là-bas. Ouais, c'est un stade qui est pas évitant, le stade de Fleury. Donc c'était vraiment intéressant entre deux équipes aux dynamiques un peu similaires, hein, même si le PSG compte beaucoup plus de points au classement et peut-être des meilleurs résultats ces dernières semaines. On sait que Fleury a plus de mal. 300e but de Génie, je crois que ça parle déjà des autres matchs. Grosse surprise de Dijon, on va en discuter. Mais en tout cas, le PSG et Fleury ont eu chaud. Je suis en train justement de reprendre tous les matchs avec le déroulé. On a vu, c'est Grabowska qui avait ouvert le score et Paris qui s'en sort bien avec ce but de Karchaoui. Un bel enchaînement. Je sais pas si Malou, est-ce que tu as pu voir le match? Est-ce que tu as été surpris que le PSG ait autant de difficultés face à Fleury ou justement
c'est aussi la bonne surprise. On a vu que Fleury sont assez renforcés avec quelques arrivées, dont l'arrivée de Inès Jorena. Donc peut-être un nouvel élan pour Fleury qui a plus de mal cette saison. Euh, Étonné du PSG, pas vraiment, parce que le dernier match était quand même très proche. Ah, alors je crois qu'on a perdu. Ouais, t'as Ouais, quelques bugs. on a perdu Malou. La connexion vient de se figer. Oui, du coup, bon, on essaiera de le reprendre quand ça va se remettre. Ça va, ah, c'est bon, ça s'est remis. Tu nous disais, Ouais, tu nous disais Malou sur le PSG. ouais, pas surpris de leurs difficultés sur ce match-là, sachant qu'elles avaient joué quelques jours avant, et puis l'effectif est pas pléthorique. C'est vrai. Après, il y a un petit élément qui a fait la différence, c'est la rentrée de Karchaoui. Ouais, Beaucoup de jeux de position, c'est le terme un peu à la mode et qui vient beaucoup dans beaucoup de projets de jeu. Et on voit elle a déstructuré complètement les positions des joueuses. Alors ça a gardé la même, mais elle est venue se mettre au milieu, elle est venue se mettre côté droit. Je pense que ça a été une volonté parce qu'ils l'ont déjà essayé dans un rôle où elle avait beaucoup de liberté. Et en fait, elle était dans des zones qui n'étaient pas anticipées. Elle est venue et puis elle a créé des choses un peu nouvelles aussi. oui. Donc, ça a fait la Ouais, différence. c'est vrai que ça souligne aussi Moi, j'ai- ça souligne dans le chat aussi, hein, le fait qu'elles avaient joué en Ligue des Champions quelques jours avant et qu'elles étaient du coup programmées un vendredi soir, alors que par exemple le PFC avait son match dimanche. Bon, on peut pas programmer aussi tous les matchs le dimanche. Faut aussi jouer avec les droits TV, mais c'est un peu la loterie du calendrier. La rentrée de Barkman aussi a changé pas mal de choses en même temps que Karchaoui. Nat, tu voulais ajouter un truc? Non, je voulais déjà ajouter que moi, Karchaoui dans l'entrejeu, j'ai adoré. Enfin, franchement, sur ce match, elle était tellement libre, elle était tellement à l'aise sur le terrain, enfin, c'était super agréable et effectivement, elle a apporté beaucoup, beaucoup de choses lorsqu'elle est rentrée. Et effectivement, on a senti une équipe de Paris vraiment fatiguée, épuisée. Je pense que mentalement, la semaine, elle a été dure. Enfin, faut pas oublier le scénario aussi du match à Munich. Elles sont passées par toutes les émotions. C'est vrai. Donc c'est vrai que je pense en plus là, c'est un derby. On le sait, les antécédents entre les deux clubs, c'est souvent des matchs accrochés. Je pense qu'elles auraient aimé se mettre plus rapidement, un petit peu à l'image du PFC aussi face à Lille derrière, mais se mettre tranquillement dans le bon sens de la marche rapidement. Voilà. Mais Chloé Ngazi, pour le coup, a, C'est vrai, on n'a a pas en sou... fait un très bon match et enchaîne quelques bonnes performances avec Fleury. Et pour moi, elle maintient Fleury dans plusieurs C'est matchs. vrai qu'on n'a pas parlé, c'est bien de le souligner, de la performance de Chloé Ngazi, la gardienne internationale algérienne, qui remplace depuis plusieurs matchs, même je crois récemment depuis toute la saison, hein. Elle joue plus que Manon Hale cette saison. On a vu face à Lyon aussi, elle avait fait un gros match face à Ouais. l'Olympique Lyonnais et la puissance lyonnaise offensive. Donc c'est super intéressant. Un duel accroché, ça fait plaisir de voir aussi des duels aussi intenses et aussi accrochés en Arkema. Donc vraiment intéressant. Merci Founi pour ton follow, bienvenue. Tu es le 355e follower de cette chaîne, bienvenue, merci à toi. Bienvenue sur la chaîne du foot féminin. Euh, Après, je vais juste rajouter un Dis-moi. truc, on parle de la performance aussi de Fleury, mais c'est vrai que tu l'as dit au début, Fleury fait pas un début de saison de très grande qualité et en difficulté, surtout en termes de points. Et c'est vrai que là, au match aller, elles avaient encaissé ce but, alors qui avait beaucoup fait parler parce qu'effectivement, À la il y avait dernière une minute, erreur ouais. d'arbitrage à la dernière minute, le but de Jackie Groenen, et avec l'erreur d'arbitrage et le ballon qui roulait à ce moment-là quand le coup franc a été sifflé. Et je pense qu'elles avaient envie de prendre leur revanche. Et là, elles auraient pu encaisser aussi des buts et perdre ce match. Et finalement, elles arrachent le point du match nul qui, pour le coup, au classement, va leur faire beaucoup de bien, je pense.
Et Surtout que Montpellier, on en parlera, mais Montpellier a perdu face à Dijon. Donc, ouais, grosse c'est aussi un surprise. bon point. Grosse surprise. Il y a eu pas mal de choses à dire sur la Ouais. course au maintien qui s'annonce assez folle encore cette année en D1. Je voyais l'action de Katoto aussi. Katoto qui confirme aussi qu'elle revient plutôt bien. Elle enchaîne les matchs, elle enchaîne les buts et aussi les courses. On voit peut-être dans ses appels, elle est de plus en plus tranchante. Ça promet de belles choses pour l'attaque parisienne. Donc voilà, un partout entre Fleury et le PSG. À qui ça profite au classement? Ben, je voudrais dire que ça profite plus peut-être à Fleury qui est pas décroché et qui prend un point de plus qu'au PSG. Le PSG qui, on le verra, est quand même un peu décroché. Alors le Paris FC reprend des points, on le verra grâce à leur victoire aussi in extremis. Lyon creuse un peu l'écart, mais on le sait, avec ses playoffs cette année, bon, peut-être que ça a moins d'impact sur le classement. Je crois que les supporters lyonnais le disent assez souvent que les playoffs tuent un peu le suspense sur ce championnat régulier. Autre match de cette journée, Saint-Etienne qui jouait face au Havre. On en parlait justement, Malou, avant de lancer, parce que il y a une céréale buteuse du côté de Saint-Etienne qui s'appelle Amandine et Pierre-Louis. Je crois qu'on disait 5e but en 5 matchs, on va voir ça. On parlait souvent du Havre en plus ces dernières semaines, hein, on en a parlé beaucoup tous les trois. On est plutôt convaincus sur le jeu du Havre et sur ce qu'elle propose. Et encore plus par la performance de Inès Benyaya sur ce match. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Qu'est-ce que vous avez retenu? Malou, peut-être nous parler d'Amandine Pierre-Louis, parce que je crois qu'on en avait un peu parlé, mais tu peux nous parler plus d'elle, et après sur le Havre. J'espère que vous êtes nombreux à avoir regardé ce match. Euh, il y a eu plein de choses intéressantes. Dans le sens où bah, le Havre a mis 4 buts. Ça a été c'est chose plutôt rare cette année. Mais Saint-Étienne, ils se sont fait un petit peu avoir. Les résultats sont bons et ils se sont positionnés un petit peu plus haut que d'habitude sur le terrain. Un excès de Et avec confiance. quelques absentes. Et avec quelques absentes, bah, je trouve que ça les a mises en difficulté. Nat, c'est vrai que 4 buts du Havre, c'est beau parce que là, on a vu le but d'Inès Benyaya, Inès Benyaya qui est en grande forme. Là, Silke Demeyer qui a mis une belle frappe tendue. Le Havre a contrôlé cette rencontre. Alors, elles se sont quand même pris 2 buts, mais c'est une prestation plutôt aboutie du Havre qui a fait payer, ouais, en effet, les petites erreurs que Saint-Etienne a fait, parce que Saint-Etienne allait mieux quand même ces dernières semaines. Mais le Havre, c'est toujours fort, ça fait toujours le travail. Bah, chez soi, ça fait le travail. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas pu voir le match, du coup. Mais par contre, j'ai noté que Christy Gavori avait marqué un but. Et c'est pas une joueuse qui marque tous les week-ends. Et Donc, c'est tu assez lui avais unique. demandé, elle t'avait dit qu'elle voulait marquer plus en plus cette saison. Euh, c'est ça. Donc non, là, putain, là, Le grand pont, le grand pont est en effet assez joli. après, la sortie de la gardienne est un petit peu Le but audacieuse. de Najma Mais Nadim, ouais. ouais. Mais non, bah, c'est une grosse performance. Je pense que Malou m'a donné envie de regarder ce match en replay. Je réfléchissais à quel match j'allais Euh, regarder en replay et je pense que je vais me poser devant ce match-là parce que c'est vrai que même Saint-Étienne, je pense qu'elles doivent avoir peut-être du positif à ressortir de ce match. Après, malheureusement, quand tu fais la course au maintien comme ça, bah, au final, il faut prendre des points. Et là, tu reviens, tu rentres chez toi avec 0 point. Donc, je pense qu'il y a une frustration aussi de la part de Saint-Étienne. Malou, pour la Gold Cup, vous avez trouvé votre tireuse de coups francs. Elle sait tout faire, Amandine. Elle sait défendre, elle sait attaquer. Elle marque des buts Parce de qu'il est beau, l'extérieur il du est beau, pied sans regarder le but. il est beau celui-ci. Elle sait tout faire. Et en effet, Ouais, belle frappe, joli coup franc. Je pense que la gardienne peut faire quelque chose quand même, en se positionnant peut-être un petit peu plus de l'autre côté de son mur. Mais elle a une qualité de frappe, hein, pied droit, pied gauche, Amandine. Donc si proche du but, ça devient un danger.
Ouais, c'est vrai que tu parlais de la gardienne. Le Havre qui n'a pas de gardienne titulaire en ce moment. Ça tourne beaucoup. On sait que c'est Laetitia Philippe qui était dans les buts en début de saison, qui est officiellement blessée ces dernières semaines. Il y a eu le recrutement d'Océane Toussaint, gardienne du PSG, jeune gardienne du PSG de l'équipe de France U23, qui est venue renforcer les rangs au mercato. Mais c'était une gardienne qu'on connaît bien aussi, hein, la gardienne ex-lyonnaise. Katrina Talash-Lati. Donc voilà, et là on va se le re-regarder, Nat, ce but de Christy Gavori. C'est vrai que Ouais. c'est pas souvent, bon, c'est pas le but le plus dur qu'elle ait eu à mettre de sa carrière, je crois, mais ça fait un Non, but. mais elle a marqué. Il Non, fa... non, elle est bien placée, elle est totalement oubliée par la défense et c'est vrai que je crois que c'est Inès, hein, qui fait la percée sur le côté droit. J'arrivais pas à voir moi j'ai un tout petit écran, mais qui a fait la percée pour faire la passe décisive. Donc non, beau but. Et les supporters lyonnais se rappellent que Inès Benyaya n'a pas été transférée définitivement et qu'elle est que prêtée et qu'elle reviendra à Lyon. C'est vrai qu'elle est assez impressionnante et elle confirme. Je voyais aussi que ça parlait du côté des supporters de Alex Lamontagne qui fait aussi de belles prestations avec Saint-Etienne. Bon là malheureusement c'est un but qui comptera un peu pour du beurre. 4-2 défaite de Saint-Etienne, mais l'ancienne Ruthénoise qui fait son petit bonhomme de chemin à Saint-Etienne, qui est venu cette saison et qui s'en sort pas trop mal. Merci Las le débriefeur pour ton follow. Tu es le 356e, que ça augmente vite. Bienvenue à toi et merci pour ton follow. Donc voilà, Le Havre Saint-Etienne, bonne opération du Havre au classement, peut-être un peu moins pour Saint-Etienne qui est toujours 7ème, mais bon, les Stéphanoises avaient quand même pris pas mal de points ces derniers matchs, elles se font juste doubler par Dijon, mais Le Havre 7ème, Saint-Etienne 9ème, Saint-Etienne qui a quand même quelques points d'avance sur la zone de relégation. On parlera peut-être du Havre, mais on peut en parler. Je crois que Le Havre, en effet, il y a Foot au féminin, le site qui a annoncé que Le Havre allait perdre des points sur tapis vert. On avait justement beaucoup parlé de ce match, Nat, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines entre Le Havre et Fleury, pour des questions d'arbitrage et des questions extra-sportives. Finalement, Le Havre va perdre cette rencontre, paraît-il, parce que Roman Engerhardt, la milieu de terrain défenseur du Hack, ne devait pas jouer cette rencontre depuis le début de. Enfin, en fait, elle devait purger un match de suspension depuis la fin de la saison dernière. Et elle avait un mois pour purger cette suspension. Et le dernier match qu'elle n'aurait pas dû jouer, c'était Fleury. Et du coup, il y a eu une étude du dossier et paraît-il que le Hack va perdre ce match et Fleury va le gagner. Je crois que ça remontait, Photo Féminin disait 2008, la dernière fois que ce genre de situation était arrivé et de cette sanction. Malou, toi qui étais dans des staffs, il y a une question qui revenait en plus dans le chat et qui est revenue sur nos réseaux. Il y a quelqu'un qui s'occupe spécifiquement de ces questions de suspension. Enfin, comment vous gérez? Parce qu'on se dit comment une joueuse qui doit être suspendue, on oublie en fait qu'elle doit être suspendue. Ça fonctionne comment dans un staff? Il y a toujours, dans les clubs, il y a toujours un peu une personne ressource sur cet aspect-là. Après, quand on est dans les staffs et qu'on joue une compétition, je trouve ça très important. Et c'est une des premières choses qu'on m'a appris quand j'étais entraîneur, c'était faut connaître les règlements de la ligue dans laquelle tu joues. Après, je sais pas si pour vous, sportivement, c'est des démarches à faire, porter réserve. Ça se questionne vraiment. Moi, des fois, je suis partagé sur ces défaites sur tapis vert, ces victoires sur tapis vert, sur un enjeu de montée, sur quelque chose de très marquant. Ok, après, voilà, laisser des réclamations, que je serais pas le premier à engager ça. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Mais par contre, oui, dans les clubs, il y a toujours quelqu'un qui est en charge
en charge ou qui maîtrise les règlements. Ouais, bah, Nat, juste avant de te donner, pour donner un peu de précision, du coup, elle aurait pas dû jouer en fait dès le premier match face à Lyon, et du coup après elle avait une période où en fait, le Havre pouvait lui permettre de purger cette suspension, de ce que j'ai compris, et comme la suspension n'a pas été purgée jusque dans un délai de 30 jours, le dernier match qu'elle n'aurait pas dû jouer dans ce délai-là, c'était Fleury, donc au final, c'est Fleury, alors je sais pas si c'est Fleury qui a porté réclamation ou si ça tombe par ce hasard de calendrier sur cette rencontre. C'est vrai que c'est rare et ça montre aussi, Nat, peut-être le côté encore un peu amateur des clubs où on arrive encore à faire jouer des joueuses qui sont suspendues et c'est vrai que là bon il y a quand même l'intersaison qui fait que il y a eu un gros délai mais je pense que le Havre se serait passé de ça, même si elles sont bien au classement et que peut-être ça va pas être des points qui vont compter à la fin de la saison, mais c'est dommage parce que je pense qu'elles se sont bien battues sur le terrain pour faire un résultat à Fleury. Au final le perdre sur tapis vert 2 mois après, ça doit être un peu décourageant. Ouais, ben moi je rejoins Malou dessus sur le fait qu'il faut connaître, je pense, le règlement. Et je pense que c'est important. Après, effectivement, on n'a pas les éléments sur cette situation-là. Mais il y a eu l'intersaison. Si elle devait déjà pas jouer face à Lyon et que finalement elle a joué, bah, est-ce qu'il y a eu un rappel de OK, là vous avez fait jouer votre joueuse, sachez que elle est susceptible d'avoir une suspension et tout, donc faut pas la faire jouer sur une rencontre prochaine ou quoi que ce soit. Enfin, en fait, je sais pas comment ça se passe pour gérer un oubli ou même de la part du club de gérer ça et de se dire ah on vous avait dit de pas faire jouer cette joueuse là à ce moment là, maintenant on a encore 30 jours, à vous de choisir le match où vous ne voulez pas la faire jouer, où vous ne pouvez ne pas la faire jouer ou quoi que ce soit. Enfin, moi je trouve que c'est, enfin pour le coup je trouve que la défaite sur tapis vert c'est pareil, c'est un petit peu, ou la victoire sur tapis vert, ça peut être des choses qui me dérange un peu sur des situations comme ça où bon, je pense pas qu'une joueuse peut tout faire changer, mais d'un autre côté, on va pas accepter parce que là, elle a pas marqué, parce que là, dans l'autre Ouais, match là, elle a pas marqué. Du coup, en fait, elle aurait marqué, on aurait donc dit c'est important, elle voilà. aurait pas. Ouais. Donc du coup, de mon avis, il y a un règlement. Tu t'es trompé au niveau du règlement, bah t'en subis les conséquences. Comme ça, c'est clair et net pour tout le monde. Et il n'y a pas de discussion en fonction de la situation, que ce soit un maintien ou un match peu important ou un match important. Pour moi, c'est un règlement, il n'a pas été suivi, bah, elles sont sanctionnées derrière. Après, j'ai vu qu'elles pouvaient faire appel et tout. Je sais pas à quel point tu peux faire appel. Enfin, en fait, je sais pas. Est-ce que faire appel, ça veut dire bah on nous a pas prévenu, on nous a pas. Enfin, je sais pas en fait comment tu peux défendre le fait que tu te sois trompé et que tu aies soit oublié, soit tu as voulu jouer avec le feu et tu as perdu. Je sais pas trop comment se sont passées les choses. Donc pour moi, il y a un règlement, il faut le respecter. Si tu l'as pas respecté, c'est pareil pour tout le monde, tu es sanctionné. Moi, je le ressens un petit peu comme ça. Bon, en tout cas, on verra. La décision n'a pas été encore annoncée. Le foot au féminin dit que ça devrait être le cas, mais en tout cas, l'entraîneur de Dijon qui était sur Canal hier confirmait un peu cette info. Donc voilà, à suivre, Ça doit lui faire plaisir, à, à- indirectement. à suivre. Mais en effet, ça pourrait avoir une incidence, même si c'est deux clubs qui ne potentiellement n'ont pas besoin de ces points-là, même si Fleury joue la course au play-off et vu leur saison, je pense que 2 points, elles ne disent pas non. C'est arrivé au FC Nantes masculin il y a quelques saisons pour je ne sais plus quel joueur. C'est vrai que ça arrive aussi en foot masculin. Après, les staffs sont plus garnis en foot masculin, donc je pense que c'est plus rare. Même si pour le coup en foot féminin, ça n'avait pas l'air très fréquent. On va enchaîner tout de suite avec Dijon, justement, t'en parler. Et ça, c'est une victoire. Est-ce que vous y attendez? Parce que moi, je ne l'avais pas vu venir. C'est vrai que Dijon nous surprend parfois par leurs prestations. Alors, dans le bon côté et parfois dans le moins bon. Par des victoires à la 90e. Elles nous ont habitués à ça, les Dijonnaises, cette saison. On sait que Montpellier a des difficultés aussi cette saison à trouver son jeu. Mais Malou, est-ce que il y a un monde où tu imaginais que Montpellier allait chuter à Dijon? Oui. Avant le match, j'aurais pas mis le pied. J'aurais pas- Nathalie, elle a coupé le je, suspense, elle a dit oui direct. je vais pas mentir. Avant le match, je dis pas Dijon va battre Montpellier. Après, sur la dynamique un peu, les deux derniers matchs contre on va dire des équipes du bas de tableau. Je crois que c'était contre Guingamp, ils doivent gagner que 1-0 Montpellier, et contre le Havre, ils gagnent que 2-1. Et ça avait été Ouais, c'est ça en effet. un petit peu chahuté. Enfin, ils ont été un peu chahutés.
Et quand tu regardes Dijon, ils ont perdu qu'un match, je crois, sur les 5 derniers. Hein. Ouais, il y a un match, non, après il y a eu la coupe, mais ouais, il y a match nul face à Lille, il y a Fleury, non, c'est Fleury en coupe, et après c'est match nul face à Lille, et après c'est défaite face à Fleury, mais après il y a que des victoires, ouais, c'est ça. Donc c'est consistant. Alors, bravo au staff hein, sur l'équipe de Dijon parce que c'est pas l'effectif le plus garni et j'ai l'impression qu'ils arrivent à tirer le maximum des joueuses qu'ils ont à leur disposition. C'est très optimisé comme manière de jouer et c'est de plus en plus solide, consistant. On sent qu'il y a un état d'esprit, on sent qu'il y a quelque chose. Moi de l'extérieur, c'est comme ça que je le ressens. Mais Je sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais je trouve qu'ils arrivent à tirer le maximum. Mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'elles jouent avec leur cœur, les Dijonnaises. Nat, bah du coup, t'as pas pu suivre de très près cette rencontre, mais qu'est-ce que ça t'inspire, cette victoire dijonnaise, et pour le coup qui est très très importante pour elle, surtout qu'il y a un Dijon-Saint-Etienne cette semaine pour le maintien. Aller gagner 3 points face à Montpellier, je pense qu'on les prend pas forcément dès le début. On se dit pas au calendrier que ça va être fait, même si c'est à Dijon, hein, on sait jamais, chez soi ça peut le faire, mais quand on voit l'effectif de Dijon avant le début de la saison, on se dit que c'est pas un match forcément qu'on peut gagner. Ouais, après, quand j'ai dit oui, c'était pas totalement faux dans le sens où, justement, au niveau des dynamiques, et on le sait, la saison de Montpellier est compliquée, même s'ils ont montré ces dernières semaines peut-être des choses un petit peu plus intéressantes comparé au tout début de saison qui était vraiment très très compliqué. Euh, je trouve que Montpellier est vraiment en grande difficulté cette saison et à l'inverse, justement, Dijon a montré beaucoup de caractère. Et l'année dernière, j'ai ce souvenir, elles se maintiennent en battant Montpellier lors de la dernière C'est journée. vrai. Montpellier est une équipe qu'elles aiment bien affronter et je pense que enfin, je me suis dit, elles peuvent créer la surprise. Par contre, je vais être tout à fait honnête, j'ai suivi du coup le résultat en direct et j'ai vu, allez, je pense que j'ai dû voir que 5-6 minutes du match, donc je peux pas parler sur le match en tant que tel. Là, je suis en train de découvrir les occasions. Mais quand j'ai vu Montpellier marquer dès la première minute, je me suis dit, non, Dijon, pardon, Ouais. marqué dès la première minute. Je me suis dit, Dijon va pas tenir, j'avoue. Je me suis dit, parce que c'est peut-être ça qui allait réveiller Montpellier. Je pensais que Montpellier allait montrer ce caractère. Sursaut d'orgueil qu'elles avaient peut-être montré Ouais, et parce que ces derniers mois. Ouais. on le sait, garder un résultat aussi longtemps. Et enfin, je me suis dit, ce match, il peut s'emballer, ou Montpellier va marquer, ils vont peut-être en marquer un deuxième, il va se passer quelque chose. Et quand j'ai vu en fin de match, résultat final 1-0, j'ai fait waouh, là pour le coup, vraiment, Dijon a tenu. Et parce que j'y étais présente quand elles ont joué contre Fleury, elles n'ont pas réussi à tenir leurs résultats. Elles ont eu du mal à chaque fois à tenir les résultats. Et là, j'ai vraiment, enfin, j'ai eu le sentiment, enfin, c'est quand même assez fort de tenir un résultat pendant 90 minutes face à une équipe de haut de tableau, quoi. Donc, en tout cas, le collectif de Montpellier doit montrer autre chose, doit faire de meilleurs résultats, même dans le jeu. Et j'ai été vraiment impressionnée et étonnée. Donc, ça donne envie de voir aussi comment s'est maintenu Dijon. Mais en plus, je vois sur le résumé qu'on voit qu'elles ont eu aussi des Ouais, occasions, Dijon, pour peut-être aller chercher un deuxième but. elles ont. Respect à elles, parce que si pour une fois, surtout au vu des résultats qu'il y a eu pour les autres équipes, pour Guingamp, pour Saint-Etienne, pour Bordeaux, si elles peuvent réussir à ne pas galérer jusqu'à la dernière journée encore cette saison, bah, tout bénef pour elles, parce que je pense qu'elles montrent énormément de caractère quand même. Bah, il y aura un duel, comme je disais, important entre Dijon et Saint-Etienne avant la trêve internationale. Le but, il est de Claudia Jedlinska pour Dijon dès la deuxième minute. Normal pour moi que Dijon gagne, nous dit Noudretin, mais énorme surprise que le but ne soit pas d'Hélène Fercoq. Bah non, elle serait là, les amis. Elle serait là, Hélène, si elle avait marqué. Elle nous l'a On l'a dit, elle nous l'a on promis. l'a dit. Elle nous l'a promis, donc j'espère qu'elle marquera d'ici la fin de saison, qu'elle puisse revenir nous faire un petit coucou. Saint-Etienne-Dijon la semaine prochaine, ça va compter en effet pour le maintien. Même MHSC, c'est catastrophique cette saison, nous dit Muchu, pas du tout de jeu tout simplement. C'est vrai que c'est compliqué pour cette équipe du MHSC et de Yannick Chandiou. Au classement, du coup, Montpellier 5ème dans le ventre mou, à Montpellier qui s'enfonce un peu dans cette partie du classement aux portes des playoffs, mais à portée de main de Le Havre, à portée de main de Fleury pour la course justement au playoff. On a fait Dijon, il nous reste Lyon, Bordeaux et Paris FC
On va passer rapidement sur Bordeaux parce que le temps tourne et il y a quand même Malou qui doit nous faire sa petite palette tactique avant de pouvoir avant de nous quitter. On va discuter. C'était un match intéressant parce que c'était deux concurrents directs au maintien pour le coup, dans un brouillard bordelais que je connais bien pour être de la région. Mais là, ce qu'il y a à retenir, je pense, c'est peut-être les recrues qui ont fait le travail du côté de Bordeaux. Recrue plus ou moins récente pour Nesrine Balouli, mais recrue très récente pour Laura Bourgoin. Là, on voit le premier but de Guingampé qui a été marqué par, je reprends le fil, par Anthony Starova sur une passe de Sarah Combo et c'est Laura Bourgoin qui égalise pour Bordeaux. Au final, statu quo entre les deux équipes et il va falloir voir dans les prochaines semaines ce que ça fait, mais Guingamp reste 10ème, Bordeaux reste 12ème. Ça c'était un vrai match pour le maintien entre Bordeaux avec, comme tu le disais, Well 69, un terrain toujours aussi cata, de l'engagement, le football comme on l'aime, pas très technique pour le coup à cause parfois du terrain, mais il y avait de l'intensité et la volonté de se maintenir. Mais voilà, c'était pas le match le plus spectaculaire, même si on a eu des buts. Est-ce que vous avez pu suivre, je sais pas si Malou, tu as vu quelques extraits de ce match? Non, c'est pas un match que j'ai regardé ce week-end. Mais et Moi non Nat, plus, non. moi non plus, mais pour moi, c'est un point du match nul qui profite un peu à personne. Alors, j'ai envie de dire, c'est un point du match nul qui peut plus profiter à Bordeaux parce que elles ont montré cette saison que elles sont passées pas loin de prendre quelques points qu'elles n'ont finalement jamais pris. Et là, au moins, elles n'ont pas perdu ce match, donc elles repartent avec un point. Donc, je pense que dans la dynamique, on le sait, cette équipe, elle est très très jeune, elle n'est pas du tout soutenue par le club. Enfin voilà, elle se bat. Je pense qu'elle se bat contre beaucoup trop de choses, pas seulement 11 joueuses sur le terrain. Donc ça va être très compliqué pour Bordeaux. Voilà, il y en a beaucoup qui disent que Bordeaux, je vois BZA le dire, je vois pas Bordeaux s'en sortir ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un peu l'avis de beaucoup de monde, mais ça passe par grappiller quelques points et au final, avec la défaite de Lille et avec le point du match nul face à Guingamp, elles sont à une victoire de repasser devant ces équipes-là. Donc ça passe aussi par là. Donc ça serait incroyable pour elles de se maintenir dans cette D1. Donc c'est un bon point pris pour Bordeaux. Par contre, j'ai pas vu le match pour pouvoir en Mais parler. Et puis, ouais. pour le coup, Guingamp, attention à elle. Guingamp 9 points, Bordeaux 6 points. Il reste, Guingamp maintient l'écart. En fait, elle ne perd pas de points sur le Bordeaux Non. pour la course Mais elles auraient pu au s'éloigner maintien. avec la défaite de Lille, tout ça. La défaite de Lille, la défaite de Saint-Etienne. Tu peux te dire, ah bah, c'est justement le genre de match, c'est les matchs importants quand tu joues le maintien. C'est le genre de match où il faut pas perdre 2 points. Et là, pour le coup, pour moi, c'est plus Guingamp qui perd 2 points plutôt que l'inverse. À suivre Bordeaux et Guingamp lors des prochaines semaines, mais en tout cas ça va être deux clubs qui vont lutter en effet pour le maintien jusqu'au bout, au vu de ce match et des points qu'elles se sont partagés. On va finir sur Lyon-Reims et Paris FC et Lille. Lyon-Reims, j'allais dire, est-ce qu'il y a encore du suspense quand on regarde Lyon, même si Reims c'est solide cette année, on le voit au classement, hein. Reims qui fait le travail en étant 4ème, mais face à Lyon, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose cette saison? Lyon à domicile qui a déroulé face au stade de Reims. Elles peuvent jouer le mercredi, le vendredi, le dimanche. Elles arrivent toujours à trouver les ressources nécessaires pour gagner. Et justement, ça disait dans le chat, je crois que la chose à retenir de ce match, c'est le 200e but de Jenny Le Sommer, 200 buts en D1, 300, j'en ai oublié 100, Ouais, c'est quoi? un détail. Un détail. 300 buts en T1, je sais pas si on se rend compte, de ce qu'est cette joueuse. Ça fait rêver pas mal de jeux, je pense, Malou, 300 buts en D1 Arkema. Bah, j'espère qu'un jour je mettrai 300 buts en D1 Arkema, mais je crois qu'il y a certaines choses au niveau du règlement qui rendent les choses impossibles. T'es sûr d'avoir bien lu le règlement? À part mon prénom qui pourrait passer, je vois rien d'autre. C'est vrai. Nat peut encore les tenter les 300 buts, hein. C'est encore Non, faisable, non, hein. non.
Déjà 300 buts dans la Ah, carrière, c'est compliqué, mais 300 buts en D1, non, franchement, respect. 300 buts avec non, Lyon, c'est beau, c'est beau. 300 buts avec Lyon, donc je crois qu'en fait c'est pas qu'en D1, c'est 300 buts avec Lyon, Ah, donc d'accord, toute d'accord. compétition confondue. Mais ça en reste pas moi assez impressionnant. Elle a marqué un doublé en 13e et 18e, donc en 5 minutes. Elle marque un doublé. C'est vrai qu'elle était un peu moins bien, Jenny Le Sommer, ces dernières semaines. Alors c'est vrai qu'après ça tourne beaucoup à l'effectif lyonnais parce qu'il y a beaucoup de joueuses, beaucoup de matchs. Mais je pense elle avait besoin aussi de retrouver un peu le chemin défilé. À souligner le but de Reims, on va le voir, le but de Shana Chosnot qui vient tromper la gardienne lyonnaise Christiane Endler. Bon, sans surprise hein, sur ce match. Lyon continue sa marche en avant. Reims a essayé de lutter, mais je pense qu'elle n'était pas non plus convaincue qu'elle pouvait retirer un résultat après leur élimination surprise en Coupe de France. Je pense que les deux équipes se disent match suivant dans le viseur maintenant parce que voilà, c'était j'allais dire une évidence ce match-là. Malou, toi sur la forme de Lyon, toujours aussi impressionnant. Peu importe les matchs en Ligue des Champions D1, ça continue la marche en avant. On parlait du PSG qui avait pas un effectif pléthorique, ce qui n'est pas le cas de l'Olympique Lyonnais. Quand elles font tourner, et puis même ils ont certaines jeunes qui sont de très bon niveau. Béchot qui est parti à la Coupe du Monde, son bat. Alors sur la prononciation, je Ouais, veux pas me si, Sombat, tromper. normalement, c'est Alice Sombat. Alice, c'est des très bons profils. Et puis, quand tu fais tourner le nombre de joueuses offensives de qualité, et là, il y a Cascarino qui revient, c'est c'est- c'est magnifique. Donc, oui, non, c'est pas surprenant. Et Ce qui quand est, c'est pas c'est Oran, agréable. quand c'est pas Oran, c'est Dabritz. Quand c'est pas Egerberg, c'est Le Sommer. Quand c'est pas Le Sommer, c'est Diani. La liste est longue et encore, il y a pas Melchi. Il y a pas, comme tu le disais, Cascarino n'a pas encore retrouvé le chemin des filets. Majri n'a pas marqué. Enfin voilà, c'est assez impressionnant du côté des Lyonnais. Elles sont en route pour leurs objectifs, je pense. Elles continuent leur marche en avant. Alors il y a des matchs plus ou moins aboutis que d'autres. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de supporters lyonnais un peu râler sur le match de Ligue des Champions où elles se font un peu surprendre à la fin et où on n'a peut-être pas senti cette rage de vaincre sur la phase de poule. Mais bon, elles ont fait le travail, elles sont premières, donc tout va bien pour Lyon. Reims, bon comme je le disais, c'est pas une défaite sur lesquelles elles vont ressasser des semaines. Et je pense que les matchs les plus importants vont être à venir parce que là elles sont quatrièmes. Elles perdent des points, pas tant que ça, parce qu'elles se font un peu distancer par le Paris FC qui gagne, mais au final derrière ça a pas non plus fait le travail, donc c'est pas si grave que ça. Ouais, et puis bah, Amandine Nickel, dans tous les discours qu'elle a pu avoir, et encore en préparation de ce match, elle le dit clairement, c'est pas du tout le match où elle attend d'aller chercher des points. Je pense qu'elle est plus dans une optique de travailler et peut-être pour les joueuses d'aller se confronter aussi au plus haut niveau, parce que là, on parle de l'efficacité de l'OL et de la qualité de l'OL en D1, mais c'est au niveau européen qu'elles sont vraiment, pour moi, quasiment à la même échelle que le FC Barcelone. Donc, c'est aussi intéressant pour les joueuses de Reims. Il y a beaucoup de jeunes joueuses d'aller se confronter à ce niveau-là. Après, moi, je vais entacher un petit peu l'Olympique Lyonnais parce qu'on peut se permettre d'être exigeante avec elles au vu de leur saison. Je trouve que c'est une équipe qui, par contre, sur les contres, peut encaisser très rapidement des buts. Et je suis curieuse de voir ce qu'elles vont donner dans la suite de la Champions League parce qu'on a pu voir justement en Ligue des Champions et là encore en D1, elles encaissent encore ce but-là. Euh, Contre Nantes, elles auraient pu encaisser des buts alors que bon, ça reste une équipe de D2. Et je me dis, c'est une équipe qui est tellement portée vers l'avant et tellement dans l'optique de marquer que, alors oui, elles vont marquer des buts. Mais si en Champions League, face à une très grosse équipe, et c'est parce que je les mets au même niveau, comme je disais, que du Barça, Chelsea, tout ça, il faut qu'elles fassent attention parce que là, elles n'ont pas eu de grosses confrontations en Ligue des Champions cette année avec une poule assez où elles ont été favorites tout le temps. J'espère en tout cas qu'elles sauront gérer leur premier gros match européen cette saison. C'est juste ma petite chose de me dire encore une fois il n'y a pas le clean sheet et je pense que
vu les discours de Sonia ou quoi que ce soit, je pense qu'elle est aussi très déçue de ne pas avoir eu le clean sheet sur ce match. C'est vrai qu'elles avaient encaissé un but à Montpellier, elles en ont encaissé 2 face au Slavia Prague, elles avaient encaissé 2 face à Brann aussi, un face à Fleury, un face à Brann, un face à Guingamp. C'est vrai que les clean sheets se font plus rares cette saison peut-être du côté de l'équipe lyonnaise. À voir dans les prochains matchs et dès le prochain match, elles reçoivent le PSG, ça sera gros match, on pourra en reparler. Il nous restait un match, Nat, à voir ensemble. Ouais. C'était le PFC, un match que tu as suivi hier. Tu étais au stade. Moi, j'étais abandonné parce que j'étais un peu fatigué et peut-être un peu malade hier soir. Mais le PFC, on les a suivis, on les suit beaucoup, hein, le PFC. Et hier, elles se sont fait peur, peut-être, ou c'est Lille qui s'est rassurée sur certains aspects. 3-2 victoire du Paris FC, elles étaient menées 2 fois au score, les joueuses de Sandrine Soubeyran. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match avant qu'on voit les buts? Dommage pour Lille, nous dit Dédé. Ouais, dommage pour Lille. Bah moi, pendant beaucoup de minutes, j'ai eu l'impression de retrouver les problèmes du Paris FC qu'on voit depuis ces dernières semaines, le manque d'efficacité. C'est pas possible d'avoir autant d'occasions et d'être autant dans la surface parce que c'est pas des occasions avec des frappes de loin, avec voilà, des situations de jeu, c'est vraiment des occasions, des face-à-face, des occasions où elles sont dans la surface. Et en fait, sur le peu d'occasions qu'elles peuvent subir, elles peuvent encaisser derrière. Donc c'est vrai que c'est drôle parce que quand je suis arrivée, le Paris FC avait d'un point de vue du club, prenait, ils n'étaient pas très rassurés à l'idée de jouer ce match-là. Enfin, ils se disaient, on a vu le PSG, Fleury, Montpellier perdre des points cette semaine. Il y avait une C'est petite l'occasion d'en appréhension. prendre. C'est l'occasion d'en prendre. Et ça a été une fin de campagne européenne. On le sait depuis le début de saison, je pense qu'on peut demander à toutes les joueuses du PFC, ça a été un enchaînement d'émotions, plein de choses. Là, tout retombe. Alors, beaucoup de fatigue, même si contre Chelsea, le match s'est plié un petit peu rapidement et voilà. Mais Et c'est vrai que beaucoup malheureusement. de fatigue et ouais, malheureusement. Mais je veux dire, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de relâchement, je pense, à la suite de cette Ligue des Champions. Et pourtant, il faut repartir de l'avant. Et elles ont montré aussi en Arkema, notamment face à Reims ou quoi que ce soit, qu'elles pouvaient aussi perdre des points. Donc je pense qu'elles avaient beaucoup d'appréhension à l'idée de jouer ce match. C'était voilà, l'opportunité de gagner quelque chose. Yamaka a blessé, donc Inès qui jouait aussi dans les buts, Inès Marquez qui était dans les buts. Donc voilà, il Il y avait pas mal de du temps. ouais, pas mal de bouleversements et de Ouais, pas changements. mal de bouleversements, faire tourner un petit peu l'effectif, mais d'un autre côté, il faut prendre des points. Et c'est vrai que quand je vois moi, je pensais que Soubeyran allait beaucoup plus faire tourner. Et quand je vois la composition d'équipe, je me dis, ok, elle a mis l'équipe entre guillemets type en se disant, on va marquer, il faut prendre l'avantage et au pire des cas, à 45 minutes, 60 minutes, faire reposer les joueuses. Et en fait, tu vois qu'elles ont des occasions et qu'elles ne marquent pas, que Elisa Launay sort le gros match. Et c'est dans ces moments-là où les gardiennes, elles savent qu'elles sont très très importantes. Et c'est très drôle parce qu'en deuxième période, je suis à côté du photographe de Lille et je lui dis, Anaïs Ribera, qui est une ancienne Nantaise que j'aime beaucoup dans son profil de Qui jeu a marqué et le tout. premier but, on voit Ouais, sur cette incompréhension c'est ça. du Paris FC. Avant qu'elle marque, je me dis, faut pas qu'elle regrette toutes leurs occasions, le PFC, parce que Anaïs, il lui en faut pas beaucoup pour mettre un but. Et tu as eu raison. 5 minutes après, but. Et sur le face-à-face et sur une erreur du PFC. Et je me dis, mais c'est typiquement la situation que Lille sait très bien gérer et elles l'ont refait une deuxième fois aussi sur très peu d'occasions. Ouais, Lorena Azaro, bah, la joueuse qui a justement remplacé, Anaïs Ribera. C'est ça. Et elles ont mené 2 fois au score, Lille. C'est vrai que. Ouais, elles ont mené 2 fois au c'est vrai score. qu'elles Alors ont contre fait. le cours de jeu, c'est pour ça, t'as envie de dire c'est dommage pour Lille parce que au vu du score, je pense que même elles se sont vues au moins ramener un point. Enfin, ce qui est horrible pour Lille aujourd'hui, c'est que tu repars du Paris FC avec 0 point. C'est pas, c'est ça qui est dur. Elle serait repartie avec le nul. T'as une frustration, je pense, mais tu repars avec un point. Là, tu repars avec 0 point. Et n'oublions pas que Lille, c'est beaucoup de matchs où elles prennent des buts à la dernière seconde.
Et il y a eu ce sauvetage complètement fou de Magou, enfin déjà de Elisa sur les premières Ouais, parades. Elisa Après Loné, ça Magou, ça en parle pas mal dans le chat, Dédé, Maeva qui souligne la performance d'Elisa Loné. C'est vrai qu'après, forcément, quand une équipe a beaucoup d'occasions, les gardiennes sont plus mis en valeur. Mais c'est vrai qu'elle a fait quand même des parades assez importantes sur le tir à renvoi de Julie Dufour, mais pas que. Et il y a une entrée qui va faire ouais. plaisir, parce qu'elle a marqué son premier but sous les couleurs du Paris FC. Elle a besoin, je pense, de marquer. On a échangé avec elle, c'est vrai, ces dernières semaines parce qu'on voyait beaucoup le PFC. C'est Kessia Bussi. Est-ce que tu as senti une petite libération au moment du but ou elle a encore besoin d'en planter d'autres? Bah, je pense que c'est une joueuse tellement talentueuse que bien sûr qu'elle a besoin d'en planter d'autres et elle a envie d'en planter d'autres. Et voilà, après moi, ce qui m'a énormément fait plaisir dans ce qu'elle a pu apporter, Kessia, ce qu'il n'y avait pas ces dernières semaines et derniers mois quand elle rentrait, et c'est même un petit peu avec Luna Ribadera, c'est qu'elles ont apporté ce plus. Alors que des fois, justement, tu disais, bah, tu peux sortir du four, tu peux sortir certaines joueuses et t'as pas autant d'apport de la part de Kessia. Quand tu sors Mathilde Bourdeux, t'as pas autant d'apport de la part de Luna Ribadera ou quoi que ce soit. Et là, t'as senti que euh, ces joueuses-là, elles ont apporté quelque chose qui peut-être manquait justement. Et puis, moi, ce qui m'a impressionné, je ressens vraiment ça, c'est que d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'elles l'ont dit un petit peu à la fin du match, mais c'est que c'est cette envie de gagner. Elles avaient une envie de gagner qu'elles n'ont peut-être pas eu autant face à Haken, face à Chelsea. Après, Chelsea, techniquement, très très fort, donc il y a aussi l'impact physique derrière et la technique de Chelsea. Mais là, c'était pas juste revenir au match nul. Et d'ailleurs, Kessia, elle le dit très bien dans la réaction qui a été diffusée par le Paris FC. Donc, elle est super heureuse d'avoir marqué son premier but, mais d'un coup, elle fait oh, par contre, il y a 2-2. Pop, on va chercher le ballon, on y va. Enfin, en fait, c'était vraiment le truc de. Il fallait gagner ce match. Et je pense que c'est cette envie de gagner qui leur a permis d'aller chercher cette victoire. Donc non, Kessia, elle apporte beaucoup sur son côté. Et moi, j'ai beaucoup apprécié les changements effectués par Sandra Souberan parce que j'ai eu peur quand j'ai vu Luna et Kessia s'échauffer et rentrer. Je me suis dit, oh là là, elle va sortir, elle va faire tourner son effectif qui a quand même beaucoup donné. Donc, elle va sortir une Julie Dufour ou une Clara Matteo ou quoi que ce soit. Et en fait, elle sort la défense. Elle sort Julie Elle Soyer, sort la elle sort défense. Margot Lemoyle. Et elle sort la défense pour mettre. Et j'avais l'impression de revoir les changements qu'elle avait pu effectuer face à Reims. De l'audace, il y Mais avait de l'audace. il y avait de l'audace parce que, moi j'ai trouvé ça très audacieux parce que tu peux dire c'est normal, tu joues contre une équipe qui joue le maintien, donc c'est logique d'aller vers l'avant. Mais d'un autre côté, elle venait de se faire choper 2 fois en contre. Elle venait de se faire choper 2 fois en contre et tu décides et elles ont failli se faire choper une 3e fois d'ailleurs. Mais tu décides de quand même faire sortir ta défense et dire on va aller tout vers l'attaque, donc on va aller chercher ce but, quitte à se faire ouvrir derrière. Et j'ai trouvé ça très audacieux et bien lui en a pris parce que finalement elle gagne le match. Et Korosek, ça me fait plaisir parce que Korosek, on en parle très très peu. Oui, doublé pour Ouais. Kaja Korosek qui n'est pas Ouais. titulaire tout le temps, mais c'est vrai que nous, pour voir beaucoup le Paris FC, surtout au stade, assez impressionnante comme Moi, je la trouve joueuse. incroyable. Moi, je vais être honnête, le milieu de terrain du Paris FC, quand tu as Corbos, Korosek, avec aussi Margot Lemoyle qui peut apporter beaucoup de choses quand elle rentre. Le milieu de terrain du PFC. Et on oublie que Korosek n'a que 22 ans, Elle est impressionnante. Slovène qui montre beaucoup de choses depuis le début de la saison et en plus là elle se mue en buteuse et en C'est sauveuse un peu. C'est ça, c'est le travail de l'ombre, je trouve, Corbos et elle. Et je leur reproche de jamais tenter leur chance, de pas aller Ah ouais, plus vers l'avant. tu oses leur reprocher. Mais oui, parce que c'est un peu ce qu'on ressent. Je le ressens encore plus avec Daphné Corboz, où elle fait tellement de bonnes choses. T'as envie de dire, mais va au bout, vers l'avant, va tenter ta chance. Et en fait, au lieu d'aller tenter et d'être un peu personnelle, toute seule, solitaire dans l'idée, elle va faire la passe, alors qu'elle peut tenter, elle peut frapper. Et on sait jamais. C'est repoussé par la gardienne au pire des cas, et une attaquante termine. Et là, elles ont été mises en lumière. Donc bien à elles. Et voilà. Mais c'est une victoire très importante pour le Paris FC, ouais. mais j'ai une grosse frustration pour Lille parce que Ça va être compliqué. Hein. Parce que en fait, c'est les comme images Bordeaux. et je le ressens vraiment. Les photos que j'ai pu diffuser sur mes réseaux, elles finissent le match tout au sol parce qu'elles ont tout donné. Elles y ont tellement cru. Elles y ont tellement cru dans ce match de créer le hold-up parce que ce sera un hold-up de gagner pour elles, mais de créer ce hold-up là et d'aller chercher ces points qui leur manquent et dans un maintien où peu de personnes ont pris des points à part Dijon.
tu peux aller chercher cette victoire et au final, tu finis pas avec 1 point, tu finis avec 0. Enfin, moi, j'étais mal pour elle. Alors que, bon, je suis pas lilloise, mais je me suis dit, c'est frustrant. Je pense qu'elles sont épuisées de leur match. Elles ont l'impression d'avoir tout donné. Et Ouais, en plus, j'espère qu'elles vont relever la tête parce elles s'étaient fait ouvrir au match aller contre le PFC, qui était leur premier match en D1 cette saison. Elles avaient pris 6 ou je sais plus combien, 4-6. Je sais plus combien il y avait eu de buts. Il y avait eu beaucoup de buts au match aller entre le PFC et Lille chez elles. Je pense qu'elles avaient à cœur de montrer il y avait eu autre 4, chose il y avait eu ce soir-là. 4-0, il y avait eu 4-0 Voilà, à Lille. 4-0 et c'est vrai que là, c'est dommage. Non mais Franchement, c'est vrai que ça peut engranger des dynamiques complètement inverses et c'est peut-être aussi Ouais. on verra à la fin de la saison, mais peut-être le sens de cette saison, un Lille qui aura tout tenté mais il y aura eu toujours ce truc qui manque pour réussir à se maintenir. Alors on espère pour elles qu'elles vont réussir, hein. Comme ça dit dans le chat, Magou Doucouré fait un bon match, elle les aide bien. Bon, mal il y a ce petit couac d'Amandine Henry, on en reparlera parce que il y a peut-être cette suspension qui va être levée, mais le fait d'avoir recruté Amandine Henry, de l'avoir intégré, je pense d'avoir un peu modifié la tactique, au final elle est suspendue, elle ne va plus jouer. Enfin voilà, il y a ce côté aussi avec Amandine Henry où ça t'ampute d'une joueuse sur lesquelles tu comptais au moins quelques matchs. Et de ce côté, t'as le Paris FC qui, même les soirs où elles galèrent, ben il y a des fois où elles arrivent à activer ce supplément d'âme qui fait qu'elles arrivent à attraper quelque chose. Donc voilà, intéressant. Tu disais le Paris FC, on en parlait un peu au classement qui confirme sa 3e place. Elles reviennent sur Paris, elles distancent Reims. Elles sont bien. C'est des points importants, je pense aussi ces matchs-là. Et pour Lille, Lille qui est encore dans cette zone rouge, 11e, Guingamp qui trace un peu sa route devant, même si elles ont fait match nul. Elle reste encore à portée de tir, mais on voit Saint-Etienne s'éloigne. Donc on voit quand même se dégager. On parlait de cette lutte au maintien. Guingamp, Lille, Bordeaux, ça commence à se dégager entre ces trois. Malheureusement, il n'y en aura que un qui va pouvoir s'en sortir. Mais malheureusement pour ces trois clubs, la fin de saison va être longue. Gros flop pour le LOSC, projet Amandine Henry. Ouais, malheureusement pour Ouais, elle, mais pour c'est l'équipe un de peu, France et pour tout le monde d'ailleurs. j'ai beaucoup de compassion pour Lille là-dessus parce que je trouve que c'est un peu le genre de saison où tu as l'impression que tout s'enchaîne. Elles ont des joueuses blessées. Il y a Claire Lelarge aussi qui, je C'est pense, vrai. attriste beaucoup. Enfin, ça touche la Ça, joueuse, ça mais touche le beaucoup, club aussi. ça touche beaucoup le club. Et d'ailleurs, Je pense que on lui a apporté ça. son soutien et c'est vrai qu'il y a eu une Ouais. grosse vague de soutien et d'émotion pour Claire qui du coup a un autre combat. On en avait, je crois, déjà un peu parlé une fois, mais que le foot Ouais. et qui se bat contre la maladie depuis quelques mois. Donc c'est vrai T'as que c'est important à prendre en compte quand on l'enchaînement. analyse Lille. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as l'enchaînement, voilà, Amandine Henry qui apporte quelque chose et qui met la lumière sur le club, voilà, qui je pense peut faire aussi un peu de bien. Mais là, elle était présente encore, En elle tribune? était présente à Charletti, je l'ai vue C'est une en info, tribune. c'est une info Nat. Amandine Ah ouais? Henry était à Charletti hier. Ouais, elle était à Charletti, je l'ai croisée On à veut côté la de photo, on veut la preuve. Mais j'ai pas pris en photo. Elle était en détente, normal. Non, mais c'est bien, elle est au plus près de l'effectif pour soutenir, bien entendu. Euh, et c'est vrai que, enfin voilà, c'était l'impression les buts à la dernière minute, alors que vraiment, moi je trouve que c'est une équipe intéressante sur beaucoup d'aspects. Mais on le sait, c'est compliqué. Le passage de D2 à D1, il est compliqué. Et là, c'est vrai elles enchaînent pas mal les galères. Donc j'espère vraiment. Ça va pas être facile pour elles, mais la semaine prochaine, enfin cette semaine, pardon, elles jouent contre Le Havre. Elles reçoivent le Havre, en effet, j'ai mis le Elles calendrier. reçoivent Le Havre, ouais, donc c'est vrai que ça va être un match qui va être très important pour elles face à une très bonne équipe du Havre. Donc devant leur public, j'espère pour elles elles vont relever la tête rapidement et peut-être sortir le positif de ce match En contre effet, le Paris FC. En effet, parce qu'on en a parlé, hein, mais il y a du talent dans cette équipe. On parlait d'Agnès Ribera, mais il y a aussi Ouais. Naomi Bamenga, jeune à Ouais. suivre, qu'on voit ces Je pense ces qu'elle derniers elle mois. va avoir des propositions de club. Elle doit peut-être d'ailleurs déjà avoir des propositions de club. Maïté Boucli aussi, qui a fait sa Ouais. première titularisation avec les. Enfin voilà, il y a du potentiel, mais ça va être une saison galère. Tu parlais justement, pour finir sur la D1, de cette prochaine journée, dernière journée avant la trêve. On a parlé de Saint-Etienne-Dijon samedi. Il y a ce Lyon PSG, on en parlera aussi. On en parlera lundi prochain. Guingamp Fleury, Lille A, Le Havre, Bordeaux, Paris FC.
et Reims-Montpellier. Donc des duels aussi intéressants au milieu de tableau entre Reims et Montpellier. Lyon et PSG, même si il n'aura pas la même saveur que la saison dernière parce qu'il ne sera pas décisif pour le titre. À voir comment Lyon va gérer ça et comment surtout le PSG va essayer d'aller titiller l'ogre lyonnais. Dernière journée assez intéressante avant de passer à l'équipe de France. Ça va être aussi un peu de repos pour les joueuses qui ont pas mal enchaîné là au mois de janvier avec la Coupe de France. Elles vont avoir besoin de repos, hein. Je crois que certaines commencent à compter les jours avant de pouvoir souffler un peu. Ouais, carrément. Moi, je vais être sur une rencontre ce week-end, ça va être Reims-Montpellier. Vendredi soir. Tu vas aller sur le parking de Reims pour reprendre la référence. Non, pas le parking, Ouais. elle n'y joue plus, Juste derrière le je- parking. euh, Non, mais ouais, je vais à Reims-Montpellier. Après, 21h, ça m'arrange pas parce que je vais rentrer très tard, du coup. Mais oui, je vais Ça aller annonce à un retour à Reims-Montpellier. Paris aux alentours de 3-4 heures du matin. Ouais, et surtout que je pars à Lens le lendemain, donc pour la D2, parce que Nantes affronte Lens à Lens dimanche. Donc ça va être C'est un un petit peu plus week-end de près. foot comme on aime. Un petit week-end de foot en effet, il y a la Coupe de France aussi avant la sélection, c'est vrai. Nat, avant qu'on finisse, ça fait le live là, ça fait une demi-heure parce qu'on a eu une petite coupure. Je voulais qu'on parle un peu de D2 avec toi, c'est vrai que la dernière fois Ouais. tu étais passé et on n'avait pas pu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de D2, pardon, tout simplement. Je sais Euh, pas, j'ai l'impression de parler des deux tous les jours, mais c'est vrai, mais c'est vrai, sur le live, on en a un peu moins parlé. La question, c'est quelle galère de transport va-t-il t'arriver, nous dit Maëva. non. Ne lui. Et il m'est rien arrivé ce Aujourd'hui. week-end, donc restons. Ouais, aujourd'hui, non, aujourd'hui je suis pas sortie chez moi. Mais ce week-end, j'ai arrêté d'abandonner les transports. Les Ce amis, week-end, il m'est rien arrivé. Nat Donc ça vient va. vraiment de dire il m'est pas arrivé de problème de transport. Oui, elle n'est pas sortie de chez elle. Non. Oui, parce qu'en D2, Ouais, il y a eu des choses intéressantes. Alors, c'est vrai que ouais. OL69 te demande qu'est-ce que tu as pensé de Lyon-Nantes. Mais tu vas peut-être du coup nous parler plus de Nantes là parce qu'il y avait ce Nantes-Strasbourg. Il y a aussi un gros résultat, hein. Nice qui est allé s'imposer face à Marseille. Rodez-Metz 3-1 partout. Lens justement face à Orléans. Montauban-Tonon. Il y a des enjeux et il y a des beaux résultats dans cette D2 encore ce week-end. Ouais, non, ce week-end a été assez fou. Enfin, tous les week-ends en D2, mais pour le coup, les résultats de ce week-end ont été assez fous. Ça a commencé par ce Marseille-Nice samedi. Donc, déjà, ils ont joué samedi, donc c'était diffusé. Et j'en profite vraiment de ce live pour remercier encore une nouvelle fois l'Olympique de Marseille de diffuser leur match quand ils jouent à domicile. C'était diffusé sur la chaîne Twitch de l'OM. Pour ceux qui veulent suivre un petit peu la D2, voilà, on voit très bien en plus l'image. Enfin, c'est de C'est de qualité. qualité. Non, franchement, c'est de qualité. Il y avait deux commentateurs et c'était bien commenté. Enfin, vraiment, c'est agréable en fait de pouvoir regarder le match. Moi, je suis partie en déplacement avec Strasbourg à Nantes, donc du coup, j'étais avec les joueuses quand on regardait le match aussi un peu quelques joueuses par-ci Elles par-là. espionnaient les Marseillaises. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour elles de pouvoir suivre les matchs des deux. Enfin, j'en parlais beaucoup avec elle et c'est vrai que c'est rare, il y a peu de clubs qui diffusent, donc c'est intéressant de se dire bah à 14h30 il y a un match de leur championnat qu'elles peuvent regarder quoi, C'est rare. commenter en plus. Donc non, c'était un derby, et c'était très important. Marseille qui est pas du tout en réussite chez elles. Alors certes, elles ont battu Strasbourg chez elles, mais elles sont quand même en grande difficulté chez elles. Elles ont du public qui vient. Là, c'était un derby, c'est important. Elles ont annoncé depuis le début de saison, l'objectif c'est la montée et rien d'autre. Il y a Ouais. beaucoup d'insights qui sortent chaque semaine sur leur match. Et Nice a pour le coup pas super bien commencé l'année, mais revient très bien et revient. Quatrième à Ouais, égalité de points avec Strasbourg, Nantes et c'est Nice. ça. C'est ça, Nice revient très très bien à égalité de points. Alors après, Nantes a un match de retard et Strasbourg en a deux. Donc c'est vrai que le championnat des deux aujourd'hui, il est très biaisé un peu par ces matchs qui n'ont pas encore été rattrapés. Ça va commencer ce week-end, enfin même dans 2 semaines, je veux dire, avec des matchs qui vont être rattrapés. Mais c'est vrai que Nice revient bien et je m'attendais à ce que Nice embête Marseille, mais je m'attendais pas à ce que Marseille coule. Honnêtement, dans le jeu, dans le match que j'ai pu voir, j'ai trouvé une équipe de Marseille bousculée. Elle joue à l'OM Campus.
pour Ouais, répondre à ouais, OL69. Elle 69, joue à ouais. l'OM Campus sur un des terrains avec la tribune. Et il y a pas mal de monde qui vient. Contre Strasbourg, la tribune était pleine. J'ai vu que là, contre Nice, il y avait aussi beaucoup de monde. Elles ont un bon public, hein. Elles ont un super public qui est présent. Donc ça, c'est super intéressant. Et j'ai été étonnée de voir Marseille en difficulté parce que pour moi, c'est une équipe qui m'impressionne énormément dans l'impact, dans l'agressivité, dans le fait de vouloir gagner, de répondre à la pression ou quoi que ce soit. Et pour moi, elles ont marché sur Strasbourg comme ça, mais qu'elles se fassent autant Mais elles bouger se sont par fait Nice. marcher dessus par Nice dans Elles se le. sont fait marcher dessus et même les commentaires qui étaient les commentaires de l'OM, bah, tu sentais qu'ils étaient un peu. Bon, bah, Nice se fait de bonnes Un, choses, quoi. Nice un aurait peu pu en mettre bousculé. 4, Nice aurait pu en mettre 5. Ouais, non, il y a eu. Enfin, j'ai même eu le sentiment, alors elle marque ce but en fin de match, mais j'ai eu le sentiment que Marseille pouvait couler. Enfin, moi, j'ai pas vu tous les matchs de Marseille cette saison, mais j'en ai vu quelques-uns et je Ouais, m'attendais pas surpris. du tout à ça, quoi. Non, Ouais, surprise de. Donc, je serais très curieuse. Souvent, je sais qu'ils filment les insides ou quoi que ce soit. Je serais très curieuse de voir un petit peu ce qui peut ressortir de ce match-là de l'intérieur de Marseille. Parce que est-ce que c'est la pression? Mais pourtant, je trouve que c'est une équipe qui supporte bien la pression. Donc, puis Nice avait à cœur, je pense, dans ce derby de gagner des points. Mais ça a été la grosse surprise, en tout mais en cas, tout en cas, ce début ça fait de. plaisir. Ça fait plaisir de voir Marseille, Strasbourg, Nantes et Nice maintenant Ah ouais. se battre pour la montée des équipes qu'on attend au top niveau parce que c'est des gros clubs de foot Ouais. masculin. Un petit mot pour Nantes, on va peut-être finir sur le FC Nantes. Comment juges-tu les dernières performances de Nantes là? Comment tu les sens ces Nantaises pour la fin de saison? Toi qui les suis au plus près, t'as été avec elle. T'as été avec elle, je pense qu'elle Ouais. elle t'écoute peut-être, donc attention à ce que tu peux dire à pas révéler les secrets du vestiaire nantais, parce Ça que va. Non. sinon on va encore te regarder avec des gros yeux quand tu vas arriver à l'entraînement. C'est vrai que quand je Mais suis c'est arrivé beau. avec Strasbourg, on m'a pas trop accueilli avec le sourire, non. Mais Non, c'est beau ce qu'elles font Nantes là. Troisième, ouais. 20, elles ont un match en retard comparé à Marseille. Donc potentiellement, même si Strasbourg a deux matchs en retard, elles peuvent être leaders si Strasbourg tombe. Quand on compare à la saison dernière, c'est bien. C'est bien, je pense qu'il y a beaucoup plus de décontraction cette saison pour Nantes. Il y a moins de pression. L'année dernière, c'était objectif montée parce qu'elles étaient passées à un point de la montée la saison encore d'avant. Donc là, il y avait un objectif de montée. Elles n'ont pas réussi à répondre à cet objectif. Ça a été une saison compliquée. Là, je pense que c'est plus de décontraction. Après, les résultats amènent toujours une envie de gagner. Donc c'est sûr que quand tu parles avec le FC Nantes, c'est une équipe qui a été recrutée pour de la D3, parce qu'à la base, elle devait jouer la D3. Donc c'est des joueuses qui ont été recrutées pour une bonne D3, hein, mais qui ont été recrutées pour à la base jouer en D3. Et aujourd'hui, bah, tu vois qu'il y a des possibilités qui se font de peut-être possiblement jouer la montée. Donc je pense que naturellement, les joueuses, elles se mettent plus de pression, se disent qu'on peut y arriver, qu'elles peuvent aller chercher quelque chose. Mais il y a toujours ce truc de n'oublions pas d'où on vient. Donc je pense que ça les aide aussi de garder leurs racines et dire bon, on part quand même de très très loin. Là, c'était un match très attendu, je pense, par les observateurs, par ceux qui suivaient un petit peu la D2, parce que c'est deux équipes très joueuses. Donc moi, pour être honnête, certes, j'ai suivi Strasbourg sur ce match et je suis aussi proche de Nantes, mais je savais pas du tout qui pouvait ressortir vainqueur de ce match-là. Tu étais aussi Je, tiraillé. Mon cœur était tiraillé, ça c'est sûr, mais en plus, dans le jeu, je me suis dit, c'est deux équipes qui jouent tellement à l'identique, en tout cas dans la vision du football, que je me suis dit, qu'est-ce qui peut se passer? Ça va être celle qui va faire le moins d'erreurs, celle qui va être peut-être la plus décisive, et chaque équipe a eu sa mi-temps. Après, je vais me permettre de dire un mot, et je le fais rarement pour parler de l'arbitrage, mais je trouve que c'est un gros souci et on le dit beaucoup en D1, mais en D2 c'est encore plus un gros souci et j'espère du fond du corps qu'un jour on aura des arbitres qui vont nous écouter et qu'un jour euh, les gens qui gèrent l'arbitrage en France pourront discuter avec nous, mais dans une affiche aussi importante, dans une affiche où il y a beaucoup de jeux, l'arbitrage n'a pas du tout été au niveau sur ce match des deux côtés. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas dire une équipe a été avantagée, mais il y a un but refusé pour Strasbourg très rapidement dans le jeu, injustement refusé à la vidéo. Enfin, on se demande tous qu'est-ce qui se passe. C'est un but contre son camp du FC Nantes. Elle siffle une main, enfin une faute. Enfin, je sais pas trop ce qu'elle une main. Je sais pas ce qu'elle siffle en vrai, mais il y a rien du tout. Il y a un penalty qui doit être pour le FC Nantes avec une main largement au-dessus qui n'est pas sifflé. Il y a un carton rouge
avec un tacle au niveau du tibia qui est d'une violence que tout le monde a été choqué. Et il n'y a pas un seul carton qui est sorti et l'arbitre dit j'ai pas vu. Et du coup, il n'y a rien, mais constate les dégâts et voit la situation. Ça a été un enchaînement de mauvaises situations, enfin de mauvaises décisions, vraiment. Et je trouve que ça frustre, ça crée de la tension dans une rencontre. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça sur beaucoup de matchs de D2, beaucoup de pelouses de D2. C'est pas diffusé, donc on n'en parle pas. Mais moi, je trouve que ça biaise énormément un championnat. Et il va falloir qu'à un moment donné, on s'arrête un petit peu sur ces décisions d'arbitrage. Mais vraiment, parce qu'il n'y a aucune discussion possible avec les arbitres. Et je trouve que ça gêne vraiment dans ce genre de rencontre. En tout cas, l'appel est lancé. Je crois que Ouais. on essaiera en effet, et comme dit Will 69, JMA a du boulot pour le foot féminin. La ligue professionnelle, dont la D2 sera inclue d'ailleurs, a du boulot pour résoudre ces problèmes d'arbitrage. Et comme tu l'as dit, c'est pas parce que c'est pas diffusé qu'on ne doit pas en parler et on ne doit pas le faire remonter. J'espère que les clubs, mais j'en ai pas de doute, le font, et les joueuses, lorsqu'il y a des rencontres avec les syndicats, genre l'UNFP ou d'autres personnes à niveau de la fédération. Mais c'est vrai que l'arbitrage au féminin a des heures peut-être plus belles devant lui, parce que forcément ça peut fausser un championnat quand c'est à répétition. Et comme tu le dis, hein, c'est pas forcément que d'un côté ou que de l'autre. Non, Mais en fait, forcément, c'est un niveau d'arbitrage pour moi. Je trouve que les arbitres de touche n'osent pas prendre de décision. Je trouve que les arbitres centrales sont du coup dépassés par tout ce qui peut se passer et il y a un gros souci de communication. Je trouve que là, Nantes et Strasbourg sont restés très courtois dans la façon d'aborder la rencontre et les erreurs d'arbitrage sont arrivées très tôt dans le match et du début à la fin du match. Et c'est resté très courtois, mais aucune discussion possible. Donc je trouve que ça peut tout saboter, ça peut s'aborder beaucoup de choses et ça peut créer des matchs sous tension et créer des mauvais gestes et des mauvaises ouais, bien paroles et sûr. tout, où il n'y a pas forcément lieu d'être. Donc je trouve, enfin voilà, je sais pas comment travaille l'arbitrage et de toute manière, on n'a aucune info dessus Non, parce que de toute malheureusement, manière, il n'y a aucune communication, mais c'est un gros c'est encore souci. plus fermé que l'arbitrage dans le foot masculin. Donc Ouais. on espère que ça va s'ouvrir. C'est vrai que moi je râle souvent qu'on n'ait pas par exemple les sanctions de la commission de discipline. C'est impossible d'avoir les comptes rendus des sanctions. Ça, je trouve ça aussi inacceptable qu'on ne puisse pas diffuser les infos sur les suspendus, sur les raisons des suspensions. On sait que par exemple le coach de Saint-Etienne a été suspendu pendant plusieurs matchs. Saint-Etienne a fait appel. Est-ce que l'appel a été reçu? On n'a pas d'infos. Donc c'est aussi des clés de Mm. compréhension du foot qui manquent au foot féminin. Mais en tout cas, comme tu le disais, là des deux, il y a deux matchs ce week-end. Strasbourg qui se déplace à Rodez et Ouais. Nantes qui se déplace à Lens. Tu nous reparleras de ce Lens-Nantes qui s'annonce aussi intéressant parce Ouais, mais que même Rodez qui descend de D1, Rodez qui a eu un début de qui va saison très mieux. compliqué, mais Rodez qui va beaucoup mieux et je pense que c'est pas un match très facile pour Strasbourg. Et certes, elles ont 2 matchs en retard, donc elles pourraient repasser première au championnat, mais il faut aller les chercher ces points-là. Et à Rodez, surtout que ça fait un gros déplacement là pour Strasbourg. Donc à Rodez, ça va être très compliqué. Et puis Lens-Nantes, belle affiche aussi, belle affiche. Vraiment, je sais pas sur quel terrain encore va jouer Nantes parce qu'on sait que la pelouse de Lens est très compliquée, un peu à l'image de celle de Thonon. Mais deux belles affiches et pareil, on parlait de Nice, de Nantes, de Strasbourg, tous ces clubs-là qui peuvent, de Marseille, qui peuvent monter en D1 et qui sont des belles infrastructures et tout. Lens aussi, hein, c'est aussi un gros club qu'on connaît très bien, donc ça ferait beaucoup plaisir. Mais après, Lens, attention, elles ont fait match nul contre Orléans et elles auraient pu perdre ce match. Donc attention, beau point pris de la part de Orléans. Et Montauban, en grande difficulté, club où a signé Valérie Gauvin, qui perd face à Thonon. Après, c'est très compliqué d'aller jouer à Thonon-Évian. Je pense que si Malou était encore là, il nous en aurait parlé.
Mais c'est très très compliqué d'aller jouer à Thonon et Montauban qui est en grande difficulté cette saison. Montauban qui retrouvera Lyon, ça a été dit dans le chat en Coupe de France. Nat, pour finir ce stream, j'aimerais qu'on discute ensemble parce que Ouais. j'ai vu que ça a été évoqué dans le chat et on a encore quelques minutes pour arriver à 21h30, qui n'est pas du tout une date de fin de stream établie, mais bon, ça fera 2 heures qu'on est en live et je voulais avoir l'avis du chat. On en a parlé un peu avec Malou. Mais revenir sur un peu cet épisode Hervé Renard, équipe de France, on en reparlera peut-être parce que il y a l'équipe de France qui est de retour fin février et je trouve que c'est important qu'on en discute aussi avec vous. Qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode pour l'équipe de France féminine? Alors c'est vrai que ça a encore mis en lumière le foot féminin peut-être pour des mauvaises raisons. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez dans le chat. J'avoue que nous, en tout cas à Footeuse, on avait une position très claire sur le fait que c'était quelque chose qui n'aurait pas été envisageable dans le foot masculin. Donc qu'est-ce qu'on en retire en fait de cette séquence? Alors, je pense que dans le chat vous avez tous suivi, hein. Il y a eu la Côte d'Ivoire qui à la CAN qui a viré son sélectionneur en pleine CAN. Ils ont sollicité Hervé Renard. La fédération au début a rien dit, a étudié la possibilité parce qu'Hervé Renard voulait et au final ça ne s'est pas fait. Pour des raisons, selon Jean-Michel Aulas, d'argent et de communication, pas eu d'entente financière. Donc en fait, ce qu'on en retire, c'est qu'il y aurait une possibilité, mais après, chacun son avis. Est-ce que c'est valorisant, comme dit Jean-Michel Aulas? Je vais vous lire parce que je vois que ça fait déjà beaucoup réagir. Est-ce que c'est valorisant pour le foot féminin qu'on vienne chercher un sélectionneur? Ou justement, est-ce que c'est un peu un manque d'intérêt et d'importance à quelques semaines d'un Final Four et quelques mois des JO? Nat, ton avis, et après je prendrai dans le chat. Bon, à mon avis, il est clair et simple, c'est honteux. C'est honteux, c'est décevant. C'est décevant et je suis déçu. En fait, de toute façon, quand j'ai vu tous les médias se mettre sur un truc de foot féminin, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Euh, et ouais, c'est décevant parce que on s'attendait à mieux et euh, voilà, je trouve que c'était aussi le côté positif de la signature d'Hervé Renard depuis son arrivée avec l'équipe de France et qu'on évitait un peu tous ces scandales qu'il y a pu avoir depuis ces dernières années avec l'équipe de France. Et là, tu ressens un peu le côté mercenaire. Et alors oui, on n'est pas bête, on le sait que quand il a signé avec l'équipe de France, c'était pas son rêve ultime d'entraîner l'équipe féminine de l'équipe de France, quoi que ce soit. Oui, il est très proche de l'Afrique, voilà et tout, mais je comprends pas qu'on puisse se dire à quelques mois, à quelques semaines d'un match si important, à quelques mois des Jeux Olympiques à domicile, là où tu parles ouvertement de créer le groupe, le collectif, l'équipe de France, créer quelque chose, de faire ça en fait, de faire ça et te dire bah c'est vrai qu'il a le temps d'aller le mercredi, le jeudi gérer la CAN et puis le vendredi de revenir et puis de regarder vite fait la D1 et puis après non bah non c'est pas enfin voilà j'ai pas trop aimé mais toutes les discussions sa position à lui même si je peux la comprendre c'est une opportunité et je pense que comme c'est pas son rêve d'être entraîneur d'équipe de France féminine bah c'est aussi le truc de tu peux passer à côté d'une opportunité mais d'un autre côté quand tu t'es engagé bah tu t'es engagé donc, Je crois que ce qui ressort le plus comme réflexion, et j'ai commencé à le dire, c'est est-ce que ça aurait été envisageable pour par exemple Didier Deschamps en sélection avec l'équipe de France masculine? C'est ce qui ressort le plus en fait. C'est on se dit ouais, est-ce que Didier Deschamps qui a par exemple des liens avec je sais pas avec Monaco, avec l'Italie, peut se dire est-ce que je prends une sélection qui me tient à cœur parce que j'ai rien avec l'équipe de France à cette période-là. Donc c'est vrai que ça a été plus compliqué. Après, on n'a pas su au début toutes les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai que à la lumière de tout ce qu'on a pu savoir, je trouve aussi ça irrespectueux et complètement dévalorisant pour le foot féminin. Et c'est vrai que je vous lis, Maëva, c'est honteux. OL69, c'est un scandale. Un peu déçu par Hervé Dorner. Je pense que les devs méritent mieux qu'on s'y consacre pleinement, surtout à des échéances aussi importantes.
Maintenant, au moins, c'est clair, dans 6 mois, il est plus là. C'est vrai que du coup, ça a aussi éclairci peut-être l'incertitude qu'on avait, même si on sait qu'il n'était pas là pour 6-10 ans. Il a aussi du coup éclairci le fait qu'en off, il a acté le fait de partir après les JO. Mais voilà, moi j'ai vraiment ressenti ça comme un manque d'implication et un manque de respect en fait. Et c'est vrai que les petits échos qu'on a pu avoir dans les médias sur les joueuses, c'est que peut-être que certaines ont été un peu déçues par l'implication qu'il a pu mettre. Alors c'est vrai que beaucoup de joueuses sont fans, pour citer Selma Bacha, qui, c'est pas un secret, trouve que Hervé Renard apporte quelque chose et on peut pas lui enlever ça depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France sur cette cohésion et sur cet effet de groupe. Mais c'est vrai que pour le foot féminin, on se serait passé de ça, on se serait passé de cette nouvelle polémique à comparer le foot masculin et le foot féminin. On se serait passé du fait de dire est-ce qu'un sélectionneur d'une équipe féminine a le droit de faire une pige ou quelques semaines dans une équipe masculine parce qu'il a des liens avec l'Afrique. Ben non en fait, comme tu dis, il est engagé. Il a une mission avec l'équipe de France féminine. C'est pas une période où il y a rien. En fait, il y a des matchs de foot féminin le week-end. Il y a des joueuses à suivre en France, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis. Il y a des matchs en semaine. Donc c'est vrai que Hervé Renard se déplace parfois dans les stades, peut-être pas assez souvent, peut-être pas partout. Après ça c'est sur le mode de fonctionnement qu'il a avec son staff. Mais c'est vrai que je suis quand même content de voir que dans le chat vous partagez notre avis et que sur ça on est un peu tous d'accord sur ça. Lino Dretit qui nous dit mais des entraîneurs en club sont aussi à la tête d'une sélection dans tous les sports, ce qui est plus prenant que 1 à 4 matchs dans une sélection ne pouvant affronter son autre équipe. Oui c'est vrai que bon c'est pas on connaît cette situation en club sélection, mais sélection c'est quand même un peu différent. J'ai pas entendu Wendy Renard sur cette affaire. Oui, mais non, tu en effet vois, les joueuses ne sont pas prononcées. Ouais, c'est ça, je Pour vais l'instant. répondre à Ol69 par rapport à ça. Et en fait, enfin, moi je suis la première à dire que les joueuses en France, elles parlent jamais et c'est un gros souci pour évoluer dans ce genre de situation. Mais là, pour moi, elles peuvent pas parler. Ouais, c'est une Si t'as situation le trop couteau sous complexe. la gorge, tu vas dire quoi? Tu vas dire ah ouais, mais il est sérieux le sélectionneur? Ben, tu te tires une balle dans. Là, pour le coup, la situation de la joueuse, à part ouvrir son téléphone et faire ah, bah ok, bah oh, bon, bah, enfin. Elles sont dans une situation où tu peux rien faire et je crois que c'est Jessica Wara qui en parlait sur Canal, Oui, sur sur Canal. Canal, elle avait réagi Ouais, sur sur Canal. Canal et qui disait enfin, elle parlait un peu pour les joueuses. Elle disait moi en tant que, enfin, elle parlait pour les joueuses. Elle disait pas à la. Qu'est-ce qu'elle aurait ressenti en tant que Ouais, joueuse? en tant que joueuse, voilà. Elle en tant qu'ancienne joueuse, elle aurait dit en tant que joueuse, j'aurais mal pris. Mais bien entendu qu'elles ne parlent pas, elles vont pas. C'est très compliqué. Alors, et en plus, là, tu évoques Wendy Renard, qui certes est la capitaine et qui, en plus, leur situation est encore plus compliquée parce que c'est elles qui ont permis L'arrivée d'Hervé que Renard. Corinne Diacre ne soit pas là et que Hervé Renard soit là. Donc, d'un coup, tu vas recritiquer ton sélectionneur et dire ça, recritiquer la fédération. Et moi, ce qui me fait encore plus mal, c'est vraiment que, juste comme tu l'as très bien dit Clément et comme je disais au début, on était passé au-delà des scandales. Ça y est, on nous a montré, on nous a vendu. On nous a pas montré, on nous a vendu. En plus, Un renouveau. un renouveau, tout. Enfin, on était au mondial ensemble en Australie. Ça y est, on a l'impression que c'était bisounours, tout se passait bien. Et je pense que ça a fait énormément de bien à la sélection en règle générale. Je pense que tout ce qui s'est passé. Mais on nous a tellement mis ça en avant que là, d'un coup, bah non, mais je vais partir m'occuper de quelqu'un et que la fédération dise non, mais attends, oui, enfin le match est dans 3 semaines et il sera rentré pour le, il sera, enfin, Ouais, c'est vrai que c'est aussi intéressant de parler ça fait mal. de la justification de la fédération par la voix de Jean-Michel Aulas, qui est un peu le numéro 2 de la fédération, un peu celui qui chapeaute le foot féminin en France, même si plus du côté championnat que équipe de France. Mais sa justification, c'était genre c'est valorisant. C'est valorisant de pouvoir savoir que ton sélectionneur est souhaité par une nation africaine comme la Côte d'Ivoire. Et ils se sont pas entendus apparemment entre Philippe Diallo et Hervé Renard, encore selon Jean-Michel Aulas, sur des questions de financières, parce que de contrat, et sur des questions peut-être aussi de communication. Comment on présente ce partenariat inédit? Enfin, est-ce que sur Twitter, l'équipe de France va annoncer notre sélectionneur part en prêt pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est vrai que j'ai aussi trouvé la communication très maladroite et les justifications très maladroites. On en parlait aussi avec Malou avant live et on se disait...
le fait que l'équipe de France ne coupe pas court dès le début. Alors c'est vrai que la Côte d'Ivoire peut solliciter, c'est dans son droit Mais oui. de solliciter Hervé Renard, même si comme je pense il l'aurait pas fait pour un autre sélectionneur d'une sélection masculine. On voit très mal la Côte d'Ivoire dire à Didier Deschamps, est-ce que tu peux venir à quelques mois de l'Euro? Non, ça aurait pas été possible. Mais voilà, l'équipe de France, la fédération aurait dû, selon moi, couper court, genre non, il est sélectionneur, on a une échéance importante, il n'y a pas possible. Alors que là, ils ont laissé la porte ouverte, paraît-il, en tout cas, selon encore Jean-Michel Aulas, parce que il voulait pas brusquer Hervé Renard, comme si lui dire de se concentrer sur les féminines, c'était le brusquer. Voilà, encore une communication, je trouve maladroite, et voilà, c'est pas notre simple avis. Hein. Je pense que ça me rassure pour trouver un peu de positif dans cette histoire. J'ai vraiment trouvé la communauté du foot féminin et encore plus au-delà, vraiment les suiveurs du foot dire mais c'est n'importe quoi. Enfin, même tous ceux qui aiment le foot masculin ou qui aiment le foot se disent mais dans quel monde on peut lâcher son sélectionneur. Et et j'ai vraiment trouvé que les médias le traitaient plutôt bien quand il y avait une position à avoir. Sur cet aspect, je parle de l'équipe, il y a eu pas mal de chroniqueurs qui ont pris position, mais à SoFoot aussi, il y a eu pas mal de papiers sur on marche sur la tête. Donc voilà, il y a aussi ce côté où on peut tirer ce côté positif de dire mais non mais prenez aussi le foot féminin au sérieux, on n'est pas les seuls à enfin le dire, tu vois. Ouais, non, c'est ça, je suis entièrement d'accord là-dessus. Ça a été vraiment un ressenti de tous. Enfin, déjà, c'est sorti nulle part. Personne, je pense, s'y attendait. Et c'est vrai que là-dessus, tout le monde a été très solidaire dans cette situation-là, c'est vrai. Non, mais surtout, aucun de ceux qui étaient pour n'a osé reconnaître que ça serait jamais. Oui, c'est vrai que bon, il y en a quelques, il y a quelques journalistes qui ont osé publiquement prendre le parti pris d'Hervé Renard. Alors pour quelle raison, ça, je ne sais pas. Et ils ont tout à fait le droit de penser que c'est une bonne chose pour Hervé Renard. Je pense que les arguments sont plus difficiles du côté bonne chose pour l'équipe de France féminine. Mais voilà, ça sera intéressant. Du coup, Nat, on va essayer de les suivre lors des prochaines échéances comme on le fait. On essaiera, nous, de jouer aussi notre rôle. Hein. On est aussi là pour ça, de le questionner et de voir un peu Mais tu vois, comment ça évolue. désolée, je te coupe, mais Non, tu vois, dis-moi. ce qui me dérange, c'est que, enfin, voilà, on parlait de scandale et tout. Ce qui me dérange, c'est qu'on va arriver dans une échéance très importante, un match contre l'Allemagne, France-Allemagne. On connaît les antécédents. Alors voilà, comparé à certains journalistes qui peuvent croire qu'une Ligue des Nations, on s'en fout, Non. c'est très très important d'aller chercher quelque chose. C'est tout nouveau pour le foot féminin et c'est très important à quelques mois des Jeux Olympiques d'aller créer de la confiance, d'aller créer un collectif avec des joueuses qui reviennent et tout. Tu as l'opportunité d'aller jouer en plus, au-delà de jouer contre l'Allemagne, si tu te qualifies, d'aller jouer encore un gros match contre soit les Pays-Bas ou l'Espagne. On rappelle aussi le niveau de ces deux nations-là, donc c'est très très important sportivement ce qui va se passer pour l'équipe de France féminine. Et c'est vrai que ce qui va me déranger, c'est qu'on va y être au rassemblement, on va y être au match, et les questions qui vont être posées par tous Ça les sera pas journalistes niveau présents, foot. ça sera pas sur tactiquement ce que vous avez mis en place, le collectif, le choix des joueuses, le machin. Pourquoi il a Sauf s'il y pas un pris choix. Gaëtan Tiné? Pourquoi il a pas pris Gaëtan Tiné? Nous, on a nos questions, nous, on a nos choix, mais c'est vrai qu'on sait que ce qui va sortir de tout ça, ça va être alors qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, je trouve que dans la dynamique, derrière, on va dire mais imaginons on perd contre l'Allemagne, imaginons on perd aux Jeux Olympiques assez tôt qu'on soit. On va ressortir tout ça. Et à un moment donné, j'aimerais qu'une fois dans l'histoire des Bleus, on se concentre sur le sportif. Et qu'on gagne parce qu'on un a titre. des joueuses. Et qu'on gagne. Non, mais comment tu veux gagner un titre sans te concentrer sur le sportif? Et Bah, je pense qu'on peut demander aux Espagnols, elles sont pas mal. Hein, ouais, franchement, je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'il faut qu'on demande aux Parce Espagnols. que les Espagnols, en ayant gagné un titre, le plus gros titre avec les JO, avec des affaires extrasportives, elles sont pas mal. Mais c'est vrai que bon, c'est un exemple, c'est un mauvais exemple parce que bon, en général, tu gagnes des Oui, titres. puis parce quand que tout je se passe pense bien. qu'entre elles sont restées Solidaires, ouais. ouais, solidaires dans leur galère, on va dire. Mais je sais pas si la France est une nation qui peut faire ça. Donc c'est problématique. Et encore plus, je le répète, on a tendance peut-être à l'oublier, mais encore plus dans la situation où elles sont. N'oublions pas que ce sont les cadres qui ont fait que Hervé Renard est aujourd'hui
à la tête de cette équipe de France. La réponse du groupe va être intéressante à suivre du coup face à l'Allemagne. Est-ce qu'on va sentir voilà, des joueuses peut-être qui sur le terrain vont se battre, mais est-ce qu'on va sentir vraiment des scènes de joie avec Hervé Renard? Tu sais, on avait aussi ces scènes où les joueuses allaient souvent fêter avec Hervé Renard, Selma Bacha ou d'autres, hein, Hervé. On a vu à la Coupe du Monde Jenny Le Sommer sauter dans les bras de Hervé Et Renard puis ou Wendy Renard. l'appartenance à un maillot, je trouve que c'est compliqué. Tu peux pas décrocher. Oui, c'est vrai, il y a l'Espagne, mais pour moi, tu peux pas décrocher la lune si tu crois pas en ta nation. Et on le sait, ce que ça représente de porter le maillot de l'équipe de France. Et quand tu vois comment, je vais dire les termes, mais comment te crache dessus la fédération. Enfin, vraiment, tu étais là, oui, c'est super, on va chanter la Marseillaise, on va jouer pour un pays, mais on ne nous respecte pas forcément sur plein d'aspects. Et ils ont tellement mis des caisses et des caisses et des caisses et des caisses que j'espère vraiment sincèrement que... Enfin, malheureusement, il va y avoir une discussion avec les joueuses, avec le staff, avec la fédération, au début du rassemblement, avant le rassemblement. Bon, voilà, il s'est passé ceci au niveau de la communication. Les journalistes vont aller vous chercher de ceci, alors que les questions devraient être sur tactiquement, les choix sportifs et techniquement, physiquement, comment se sentent les joueuses. Est-ce que Cascarino va revenir? Est-ce que Katoto va retrouver aussi en équipe de France ses qualités? Enfin, il y a plein de choses sportivement qui sont très intéressantes à voir avec l'équipe de France. Mais on le sait, il y aura beaucoup de médias et les médias seront là que pour une chose. Et l'équipe de France sera préparée à une seule réponse. Ouais, et voilà, et c'est le dommage. foot féminin sera mis au second plan. Inoudrated, je veux bien ton CV du coup, je le déposerai à la FFF le 23 février pour le prêt. Pour le Ouais, je te prêt jure. en tant que sélectionneur, Maëva, qui positive, on perdra pas. Bah, on espère que pour le foot féminin. Je leur souhaite parce qu'avec la nation qu'on a, on a une très bonne équipe. Et là, on joue contre une équipe d'Allemagne qui est quand même assez malade. Donc Peut-être soyons plus aussi- que l'équipe de France, en effet. Peut-être Les plus, Allemandes ouais. qui vont pas Donc, bien en championnat et en Ligue des Nations, enfin tout court d'ailleurs en sélection, plus que dans cette Ligue des Nations, parce qu'elles sont au même niveau que nous. J'espère vraiment que ça ne va pas affecter l'équipe de France. Bon, on espère aussi un GMH, on espère, ouais. mais on verra.